Voilà, c'était Djihad 2.0, un documentaire inédit sur l'antenne de LCP réalisé par Olivier Tosser, qu'on accueille, qu'on est ravi d'accueillir sur ce plateau. Bienvenue à vous. On va bien sûr revenir sur les conditions de ce tournage, sur la réalisation de ce documentaire. Avec nous également, nous avons regardé ensemble ce film, le député socialiste Sébastien Pietrasanta. Vous venez il y a quelques jours d'être missionné par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour plancher sur le cyber-djihadisme et au-delà sur ce qu'on appelle aujourd'hui la déradicalisation. Et puis Abdelassiem El Difraoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, spécialiste vous aussi de ces sujets, de l'image, du radicalisme. Et vous êtes notamment l'auteur de ce livre, Al-Qaïda par l'image. Tout d'abord, un mot, évidemment, avec vous, Olivier Tosser. Je me dis que lorsqu'on imagine de travailler sur des images de propagande, ça pose plein de questions d'éthique, jusqu'où aller, comment ne pas jouer le jeu, justement, de ceux que vous dénoncez dans le film. Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme règle et comme limite pour montrer, travailler sur ces images de propagande ? Alors, je me suis fixé quand même un certain nombre de règles, justement, pour éviter que ce film sur la propagande fasse la propagande. Le but du jeu, c'est que ça ne fasse pas de la propagande, c'est ça la contre-propagande. Donc, première règle très simple, c'est pas de sang, pas de mort, pas d'assassinat à l'écran, alors que l'essentiel des vidéos djihadistes en notre possession montrent justement ces assassinats, ces meurtres, ces massacres. Donc pas de mort. Une chose aussi qu'il fallait déconstruire complètement dans ces vidéos djihadistes, elles s'accompagnent de violence, beaucoup de violence, mais aussi d'une musique, ce qu'on appelle des nashids, des chants religieux a cappella, qui donnent une ambiance islamiste. Bon, ça a aussi été une règle que je me suis fixée, c'était de ne pas diffuser ces chants, changer la musique. Parce que la musique est importante, parce qu'elle est envoûtante. La musique est très envoûtante. Vous regardez, enfin, même moi qui ne suis pas très sensible à leur discours, vous regardez une petite heure de vidéo avec cette musique et vous êtes dedans. Et si vous êtes devant votre ordinateur dans une chambre fermée, qu'il n'y a personne autour, et que vous faites ça... Ça déclenche quelque chose. Ça déclenche quelque chose. C'est très, très clair et net. Et même, juste pour l'anecdote, quand on a commencé ce montage, j'étais avec ma monteuse, qui n'était pas du tout familière de ce genre de vidéo, en dérochant, donc en regardant les images. Au bout d'un moment, elle a commencé à avoir, pas un discours de djihadiste, pas du tout, mais j'ai vu que... Un autre discours. Oui, un autre discours. Qui évoluait. Tout à fait. Donc il fallait vraiment déconstruire cette propagande pour pouvoir l'expliquer, la décrypter, il faut la déconstruire d'abord. Avec un certain nombre de règles. Alors ces sujets-là de gestion de l'image de propagande, on est exactement dans le cœur de vos recherches, Abdelassiem El Difraoui. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de Al-Qaïda par l'image. Comment vous avez regardé le film de votre voisin, Olivier Tosser ? Non, je trouvais que c'était un film extrêmement intéressant parce qu'il a vraiment décrypté ce phénomène de la propagande Web 2.0, donc le dernier développement de la propagande djihadiste. Mais je me pose toujours aussi la question, est-ce qu'on tombe pas encore trop dans le piège de la propagande de Daesh? C'est des questions, je précise juste, c'est des questions que vous êtes vous aussi posées, puisque je crois que vous avez contribué à un film justement sur les images de propagande qui s'arrêtait à 2006. Donc c'est aussi des sujets, des questions, un questionnement que vous avez eu vous-même. Oui, tout à fait, mais l'ampleur de la propagande en 2006 était déjà en train d'exploser. Mais aujourd'hui, après cette explosion de la propagande, on se trouve dans une autre galaxie de l'horreur. Et là, de grandes questions se posent. Est-ce qu'il faut montrer tout court des images de cette propagande? Par exemple, les avant-exécutions. Donc, en effet, vous n'avez pas montré de morts, mais vous avez quand même montré un peu la préparation aux exécutions avec des mises en scène très léchées, très adaptées au code d'une jeunesse occidentale qui a vu trop de films trash hollywoodiens. Et est-ce que vous incitez pas trop la curiosité d'autres jeunes, là, en montant, par exemple, ces mises en scène de l'horreur ou avant mise en scène de... Je me suis évidemment posé la question. Il se trouve que toutes ces images de préparation, d'exécution pour montrer la mise en scène sont décryptées par des experts à chaque fois et donc sont déconstruite. On n'est pas là devant l'écran à regarder passivement. On est là à comprendre. Il y a notamment une scène dans mon film que j'ai tenu à mettre. C'est une préparation de quelqu'un qui va se faire exécuter d'une balle dans la nuque et qui est au sol. Et ce qu'on voit surtout, et sur lequel j'insiste, c'est qu'autour, les djihadistes qui vont l'exécuter, il y en a un qui a un revolver
Et les autres, ils ont des appareils photo, ils ont des téléphones, ils filment. La captation du meurtre est au moins aussi importante que le meurtre en lui-même. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment frappé dans toute cette propagande, c'est que vraiment on dirait que c'est du spectacle. On tue des gens, on tue vraiment des gens malheureusement, mais on les tue pour les filmer. Ouais. Alors, ce qu'on a envie de savoir en regardant votre documentaire, de savoir encore davantage, c'est, vous parlez beaucoup bien sûr de Alayat Media, qui a un logo quasiment comme une vraie chaîne de télévision, un habillage comme une chaîne de télévision. Puisqu'on fait de la télévision, on sait ce que ça suppose comme moyen de réalisation, de montage, de matériel, de personnel qualifié, etc. Est-ce que vous savez vraiment comment c'est financier, Alayat Media, comment ça fonctionne? Il y a combien de personnes? Ils ont des bureaux, des logos? Comment ça marche? Non, c'est très compliqué de connaître le détail de comment ça fonctionne. Il semblerait néanmoins que ce département Alayat Media Center a été constitué par des djihadistes occidentaux, et notamment un djihadiste allemand qui est présent dans le film, qui était un spécialiste de ce genre de vidéos, qui montait des clips de rap avant en Allemagne. Le rappeur dont vous parlez dans le film. Et qui maintenant... donc c'est tout ce savoir-faire occidental de djihadistes qui arrive essentiellement d'Europe, mais aussi du Moyen-Orient, et qui ont cette qualité professionnelle pratiquement. Ouais. Et donc ils mettent au service leur expertise au service du djihad 2.0. Et il faut juste comprendre que c'est pas non plus très très compliqué. Un logiciel de montage, c'est pas non plus, ça coûte pas non plus des millions d'euros. Une petite caméra, appareil photo, ça coûte pas non plus énormément cher. Et donc ils arrivent à faire des choses. Parfois, il y a de véritables documentaires qui sont en ligne. Vous en citez un, notamment, qui raconte finalement toute l'histoire contemporaine avec la grille de lecture de Daesh. Ce film, on peut toujours le voir aujourd'hui sur Internet. Alors c'est ça qui est très 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 étonnant, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement notamment insiste sur la censure de toutes ces vidéos djihadistes. Et la vidéo dont vous parlez, celle d'Omar Hussein, elle est encore en accès libre sur Dailymotion, qui est même pas, je vous le confirme, qui est même pas en un site américain, qui est un site français. Ouais. Alors j'en viens justement à votre mission, à votre rôle, et Dieu sait qu'on se dit qu'il est compliqué. Sébastien Pietrasanta, j'ai dit, vous venez d'être missionné par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour plancher notamment sur ce cyber-djihadisme, mais au-delà sur comment justement œuvrer à la déradicalisation, puisque c'est le terme utilisé par les pouvoirs publics. Vous avez évidemment regardé avec nous le documentaire d'Olivier Tosser. Quand vous voyez le tel degré de sophistication, le professionnalisme, le talent d'exploitation de l'image, est-ce que vous vous sentez démuni, dépassé? Comment vous comptez lutter contre cela? Ce qui est clair, c'est qu'on est face à un djihad médiatique sur lequel il faut qu'on puisse répondre. Le film est extrêmement bien fait parce qu'on a en face de nous des gens, des professionnels. Vous l'avez dit dans votre film, c'est des productions hollywoodiennes, avec des ralentis, avec la musique, avec vraiment un professionnalisme qui d'ailleurs fait des ravages auprès de notre jeunesse. Parce que si on a autant de ressortissants français, autant de ressortissants européens, occidentaux, qui partent faire le djihad en Syrie, c'est que la propagande djihadiste a bien pénétré dans les foyers, notamment à travers les réseaux sociaux. Et donc il faut évidemment répondre à cela. Ça passe par le blocage des sites internet, ce qui a été mis en place par le gouvernement avec la dernière loi du 13 novembre 2014. Donc il y a déjà eu des premiers sites bloqués. C'est également... Et pour qu'on soit très concret, comment ça se fait aujourd'hui qu'on puisse encore voir le film Omar Hussein? Là, il y a un vrai enjeu, et c'est tout le travail qui est fait aujourd'hui avec les grands opérateurs de type Facebook, Twitter, Google, avec leur chaîne YouTube, c'est de les inciter à travailler sur la détection. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait, notamment à travers la plateforme Pharos, qui permet à n'importe qui, mais aussi aux services de police, de pouvoir signaler des contenus indésirables. Et donc, une fois que ces contenus sont signalés à la plateforme Pharos, ils ont un travail avec les grands fournisseurs d'accès qui doivent les retirer d'eux-mêmes. Et puis, il y a aussi le travail qui est fait par n'importe quel internaute qui peut cliquer, par exemple, sur Facebook ou signaler sur Twitter. Mais là, je les ai rencontrés, moi, Twitter, Facebook, Google. Je leur ai dit, le travail n'est pas encore suffisant. Il y a une prise de conscience, mais on en est encore loin. Il y a une prise de conscience de Facebook, quand même, qui, pour la première fois, là, il y a quelques jours, a fait une sorte de charte d'éthique, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit sur ce réseau social-là. Oui, tout à fait. Il y a une volonté qui est affichée. Parfois, elle a du mal à se traduire dans les faits. Il y a eu du progrès, c'est indéniable. Il y a cette volonté de travailler en commun. Mais il y a encore tellement à faire.
Je dis pas que c'est simple, parce que sur Internet, on est dans l'infini. Je crois qu'il y avait 100 heures de vidéos qui sont publiées par minute sur YouTube. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a cette volonté, cette nécessité de pouvoir agir collectivement ensemble. Alors, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, il est très souhaitable et peut-être possible de réduire considérablement la présence de la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. Mais on ne va pas pouvoir effacer cette propagande complètement, et pour des raisons qui relèvent plus même de la souveraineté de la France, mais plutôt, par exemple, d'autres pays qui ont des hébergeurs. Donc, je parle notamment des États-Unis qui, avec le second amendement de leur constitution, ont une liberté de presse légendaire où ça devient extrêmement compliqué d'effacer quoi que ce soit. C'est surtout la gauche américaine, par exemple, qui défend cette liberté spectaculaire. Et il y a aussi des alliés de fait, encore les médias, qui ont diffusé la propagande djihadiste. Le film le plus horrible... Je reviens sur vous avez parlé des médias alliés de fait. Est-ce que vous considérez... Oui, mais comme le terme est fort, on va s'y arrêter un instant, on a du temps pour parler des autres sujets. Vous dites les médias alliés de fait des djihadistes. Qu'est-ce que doit justement se fixer comme règle, comme éthique, la profession en ce moment face à ces images, justement? Quel conseil de base vous donneriez aux journalistes qui ont à traiter de ces sujets pour qu'on soit extrêmement concret, justement? Donc, extrêmement concret, il faut montrer le moins d'images possible. Il faut toujours donner des informations sur le contexte, sur le théâtre du djihad. Il ne faut pas se contenter, ici on montre des images de bribes spectaculaires. Il faut expliquer l'idéologie, la dangerosité de cette idéologie. Par exemple, les deux grands mensonges de l'idéologie, à savoir la promesse de paradis, la promesse d'avoir ses péchés pardonnés si on rejoint les djihadistes. En quoi les médias ne le font pas? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Concret, c'est-à-dire que récemment, par exemple, j'ai analysé un petit bout d'une chaîne d'info française où on parlait 70 secondes à l'antenne sur des menaces. Sur les menaces en Europe, sur les menaces aux États-Unis, sur les menaces en France concrètement. Concrètement, il s'agissait de commentaires sur une vidéo de Shebab, mais zéro mot l'idéologie de Shebab était évoquée, les conditions de vie en Somalie étaient évoquées. On parlait 70 secondes sur des menaces diffuses. Et apparemment, donc on exploite la peur sans démonter le discours. Voilà, est-ce que c'est le rôle des médias de démonter le discours? Tout à fait. Parce que c'est un discours qui est très dangereux, qui va nous poursuivre pendant encore des décennies. Mais je veux revenir vers un exemple très concret. Donc l'État islamique était extrêmement heureux que le plus grand diffuseur de leurs vidéos, le plus horrible, l'exécution du pilote jordanien, était mis en ligne par une chaîne américaine, par Fox News, une chaîne conservateur, grand public, qui a juste mis avec un petit avertissement cette vidéo d'horreur absolue en ligne. Donc, la lutte... Arrêtons-nous un instant parce que c'est intéressant sur cette responsabilité des médias. Olivier Tosser, vous parliez de l'exemple américain. Parlons des États-Unis, mais parlons aussi de la France. Est-ce que vous considérez qu'il y a une trop grande légèreté des médias français à aborder ce sujet du djihadisme aujourd'hui? Je ne dirais pas à la télé, parce que les images qu'on montre à la télévision française sont expurgées de toute violence, bien heureusement. Par contre, la propagande 2.0 des djihadistes aujourd'hui passe beaucoup par les réseaux sociaux, beaucoup par Twitter par exemple. Et là, sur Twitter, on a un certain nombre d'observateurs, entre guillemets, qui sont souvent des journalistes d'ailleurs, qui se contentent qui n'expliquent absolument pas les contextes et qui se contentent, comme ils sont branchés sur les comptes djihadistes, qui se contentent de transmettre les informations données par la propagande de l'État islamique, juste la transmettre sans juger, sans remettre dans le contexte. Est-ce que Twitter permet vraiment de remettre en contexte en même temps? Est-ce que c'est le bon outil pour ça? Est-ce que par définition, ce n'est pas un outil qui se prête au raccourci, à la force de l'image ou du message? Bien sûr, enfin, on peut aussi faire plusieurs tweets, des multi-tweets. On peut se contenter. Ce que je reproche pas mal à ce fonctionnement sur les réseaux sociaux, c'est juste de prendre un message qui a été envoyé de Syrie ou d'Irak dans des réseaux djihadistes, et que quelqu'un qui a pignon sur rue, que ce soit un journaliste ou un chercheur, se contente de dire « Ah, ils disent ça, ils disent qu'ils ont exécuté, machin, point final, terminé, au revoir ». Non, on ne peut pas se contenter de ça, parce que ça, c'est faire la propagande. Puisque tout se joue par l'image, sur les médias, les réseaux sociaux, est-ce que dans vos préconisations, Sébastien Pietà-Santa, vous avez prévu d'avoir un volet médiatique? Est-ce qu'il y aura des consignes
ou en tout cas des suggestions qui seront faites aux professionnels des médias, justement, pour ne pas relayer involontairement la propagande djihadiste? Il y a à la fois, évidemment, le rôle des médias qui est important, qui est essentiel. Et puis, on a peu parlé encore, c'est la question du contre-discours. Ouais. Le contre-discours, c'est évidemment important. Vous avez raison, quand on bloque des sites, on sait très bien qu'il y a une multiplication. Quand on ferme un compte Twitter, on sait très bien que très rapidement, un autre compte se fait. Il y en a un comme ça qui a ouvert 108 comptes Twitter. Et à chaque fois, il retrouve ses followers. Dites-nous d'ailleurs un mot sur les moyens dont vous disposez. Vous avez cité rapidement Pharos tout à l'heure. C'est combien de personnes, en gros, Pharos? C'est des policiers, évidemment, qui sont organisés, qui sont structurés, qui reçoivent. Ils ont eu beaucoup d'appels, évidemment, de signalements après les attentats. Donc, on renfloue, évidemment, l'équipe. Mais l'idée, c'est vraiment, ensuite, aux fournisseurs, aux grands groupes de type Facebook ou Twitter, aux grands réseaux sociaux, de pouvoir ensuite, par leur propre initiative, à enlever les choses. Et je le disais, donc, on est vraiment dans l'entrave. L'idée, c'est... On sait que sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y aura toujours une façon de pouvoir déjouer, de pouvoir contourner. Mais l'idée, c'est de pouvoir entraver. C'est-à-dire que nos jeunes, en France, ils puissent avoir des difficultés à avoir accès à une vidéo, une difficulté à avoir accès à un compte Twitter. Donc l'idée, c'est vraiment, en les interdisant, en les fermant, de pouvoir enrayer la propagande djihadiste. Et puis, à côté de cela, il faut vraiment qu'on travaille sur la question du contre-discours. Aujourd'hui, le contre-discours, il est, excusez-moi de l'expression, un peu faiblard en France. On en est au balbutiement. On est très fort. La législation antiterroriste en France, elle est exportée à peu près partout dans le monde. On est bon en matière de services de renseignement. On est bon en matière de législation. Il y a eu d'ailleurs encore tout récemment un projet de loi présenté en Conseil des ministres il y a quelques jours pour donner des moyens renforcés aux services secrets. C'est la loi sur le renseignement qui va au-delà de la question du terrorisme et qui permettra de donner des moyens en matière de lutte contre le terrorisme. Mais sur la question de la déradicalisation, sur la question de la prévention de la radicalisation, sur la question du contre-discours, on en est au balbutiement. Alors justement, arrêtons-nous un instant sur cette question du contre-discours, avoir effectivement, au-delà de stopper ces messages sur les sites internet, d'avoir un contre-discours à tenir, une contre-propagande. On va regarder justement cette vidéo mise en ligne par le ministère de l'Intérieur, Stop Djihadisme, qui, je crois, a cette vocation-là. On regarde et puis on en parle juste après. Alors voilà, l'une des réponses françaises au cyber-djihadisme. Est-ce que, selon vous, Abdelassiem El-Difraoui, cette initiative française, elle va dans le bon sens, c'est efficace, c'est ce vers quoi il faut aller? C'est un bon début. Mais même les responsables de cette initiative savent très bien qu'ils ne vont pas retourner de djihadistes acharnés ou de sympathisants acharnés. D'ailleurs, on a employé aujourd'hui encore le terme contre-propagande. Je trouve ce terme, il est
très très malheureux, parce que ça implique aussi que nous... Oui, que de part et d'autre, il y a de la propagande. Il faut faire dans la vérité. Et un seul contre-discours ne suffit pas. Donc il faut avoir une multitude de contre-discours, surtout par exemple démontrer qu'il n'y a pas une seule personne qui peut parler au nom de l'islam, qui peut se prétendre plus musulman que les autres, mais aussi mettre en valeur les avantages d'une société laïque. À savoir, aujourd'hui, par exemple, j'ai discuté avec des Anglais qui travaillent dans la déradicalisation. Eux, ils arrivent à transmettre les messages à des gens déjà radicalisés qu'en Europe, on peut finalement mieux vivre sans islam que dans tous les pays arabo-musulmans. Je sais que vous avez travaillé sur ces bonnes pratiques qui existent ailleurs. Alors donnez-nous vraiment des exemples. Vous dites en Grande-Bretagne, ils arrivent à faire passer ce message-là, mais qui, comment, dans quel cadre? C'est des initiatives très précises pour l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ouais. C'est vraiment des acteurs locaux en partie. C'est des élus? C'est des associations? Non, c'est des associations. C'est des associations en partie mandatées par le gouvernement ou financées par des fondations privées qui vont dans les prisons, qui démontrent qu'il y a une alternative au djihadisme, qu'ils essaient de comprendre les motivations de radicalisation et qu'ils essaient de changer la trajectoire de ces jeunes gens. Mais il y avait un autre point qui me semble très important. Donc le gouvernement a un rôle à jouer au niveau de contre-discours. Mais c'est surtout la société civile tout entière, c'est les assos, c'est pas forcément des assos musulmanes, c'est un effort de longue haleine. Les djihadistes et les salafistes radicaux en parallèle, qui préparent aussi un peu au djihadisme, ont investi l'Internet tellement massivement avec des corpus de textes, c'est pas uniquement de vidéos, mais des corpus de textes avec des concepts très dangereux, que par exemple un jeune qui cherche aujourd'hui un concept islamique a une très forte chance de directement tomber sur un site djihadiste ou salafiste qui a déjà détourné le concept. Mais pour créer cette production intellectuelle qui contredit déjà ce discours sur le net, on va avoir des années et des centaines d'acteurs pour déjà reconquérir l'espace pris par d'autres. Vous en avez fait l'expérience, je crois, Olivier Tosser, savoir en combien de clics, justement, on arrive à des gens qui vont vous proposer de partir vers la Syrie, faire le djihad. Vous en avez fait l'expérience? Ça va très vite? Ça va extrêmement vite. Alors, il y a une façon très simple, c'est de dire, on se met sur Facebook, on dit qu'on est intéressé, intéressé, en tout cas choqué par ce qui se passe en Syrie, les enfants, qu'on voudrait les aider. Et en 2 jours, vous êtes contacté par des gens. Ouais. Vous êtes contacté par des gens qui sont là-bas ou qui sont ici et qui connaissent les gens là-bas et qui vont petit à petit essayer de voir si vous êtes un peu motivé. Et si vous êtes motivé, ils vont même vous payer le billet, c'est 200 € pour aller à Istanbul. Dans le film. Est-ce que vous considérez que ce genre de vidéo comme celle qu'on vient de voir, justement pour contrer le discours officiel sur le discours en tout cas djihadiste sur le départ en Syrie, ça va dans le bon sens? Est-ce que vous considérez que c'est efficace ou qu'on tape un peu à côté? C'est vraiment un degré vraiment trop faible en fait pour avoir le moindre effet à mon avis, parce que tout simplement vous avez Stop Djihadisme .gouv.fr. Bon, voilà, c'est tout. Donc, c'est .gouv.fr, ça vient du gouvernement. Donc, par définition, c'est suspect. C'est suspect. Alors, il y a eu une très bonne, dans le même genre, mais justement où le côté officiel et public était dissimulé, un très bon exemple anglais dont vous avez dû entendre parler, sans doute, Sébastien Pietrasanta, la création d'une chaîne YouTube consacrée à un petit personnage de dessin animé. C'est un candidat attiré par le djihad, mais qui, à chaque fois qu'il se rapproche de son but, multiplie les déceptions. Il n'y a aucun signe qui ne trahit la présence des services secrets britanniques qui sont derrière cette initiative. Ça, c'est plus habile, Sébastien Pietrasanta? On est face à des discours, à des cibles qui sont différentes. Stop djihadisme, évidemment que ça ne va pas convaincre la personne qui est déjà radicalisée dans sa chambre et qui regarde des heures et des heures la propagande djihadiste. On est face Stop djihadisme. D'abord, ça a été beaucoup vu, beaucoup commenté. On est là pour aussi populariser le numéro vert qui a été mis en place au mois d'avril dernier par le gouvernement et qui permet à un certain nombre de familles de pouvoir signaler des comportements de radicalisation de leur famille. Et ça permet, ce numéro vert, de pouvoir avoir un suivi individualisé de ces jeunes. Et ça, vous pouvez en faire un premier bilan? Vous savez combien il y a eu d'appels? On a eu près de 1000 appels en moins d'1 an. Et surtout, ça a beaucoup augmenté avec les derniers événements. Et surtout, ça a empêché plusieurs dizaines de nos jeunes de partir là-bas. Donc, Stop le djihadisme, c'est aussi, à travers cette communication du gouvernement, c'est de pouvoir populariser le numéro vert, c'est de pouvoir populariser le site, et ça s'adresse avant tout aux familles qui sont concernées. Et évidemment, quand on a une communication institutionnelle
On sait qu'avec, par exemple, la théorie du complot, avec tout ce qui est le bourrage de crâne qui a été fait auprès de ces jeunes, la réponse institutionnelle, un clip du gouvernement, évidemment, ne sera pas la meilleure réponse. Par contre, il faut évidemment, comme ça a été fait en Angleterre, comme c'est fait ailleurs, trouver d'autres manières. La société civile, vous avez raison, la société civile, elle doit pouvoir s'emparer de cela, à la fois sur Internet, mais à la fois dans la vie de tous les jours. Les associations, les collectivités locales, des figures reconnues par les jeunes, pas forcément que religieuses, ça peut être des figures culturelles, artistiques, qui puissent avoir un discours sur lequel les jeunes peuvent s'identifier. On est d'une certaine manière, valeur contre valeur, ce qui a été d'ailleurs un peu le point fort de ce clip. Je vous écoute et on se dit que votre chantier est tellement immense qu'on se demande par quel bout vous devez le prendre, quelles sont vos priorités. Justement, question pour Abdelassiem El Difraoui. Pour préparer cette émission, on s'est posé la question avec vous de savoir quel était le terreau le plus favorable justement au départ vers le djihad. Vous avez dit, attention, Internet, tout ne se joue pas toujours sur Internet. Il faut arrêter de dire, comme c'est pourtant dit dans le film, je crois, par Dounia Bouzar, qu'aujourd'hui, la radicalisation, elle se fait majoritairement sur le web. Pour vous, c'est pas vrai ? Oui, pour moi, c'est pas vrai. À savoir, le web, surtout le web 2.0, c'est aussi un sujet très sexy, donc les médias sont emparés. Et on sait que l'Internet, ou maintenant le web 2.0, joue un rôle dans la radicalisation des jeunes. Mais il n'y a pas des études statistiques qui disent que c'est le vecteur majeur de la radicalisation. Mais on sait en revanche qu'il y a d'autres facteurs qui sont extrêmement importants. Donc, c'est l'environnement personnel des djihadistes qui peut être créé en partie par l'Internet, mais pas complètement. Quand on parlait, pendant un temps, il était très tendance de parler de loups solitaires. Mohamed Merah à Toulouse, soi-disant, était un loup solitaire. Ou d'autres, en Angleterre, en Allemagne, c'était des loups solitaires que radicalisés par Internet. Aujourd'hui, on sait qu'ils avaient un entourage qui était très radical, qu'ils ont en partie voyagé sur le théâtre du djihad. Donc, il ne faut pas surestimer l'importance d'Internet et ensuite négliger toutes les autres variables qui restent extrêmement importantes. Alors, quelles sont les autres variables pour vous ? Vous avez parlé de l'environnement. Il n'y a pas un seul processus de radicalisation. Donc, c'est un processus très individualisé en partie. Donc, il y a des facteurs en commun, des factures intérieures, donc pour des gens, donc des raisons psychologiques très fortes. Ensuite, il y a en effet l'entourage. Ensuite, il y a un sentiment d'injustice, la marginalisation de la société, mais chaque cas est très, très différent. Donc, c'est très difficile d'isoler. En France, on pensait longtemps que c'était des raisons socio-économiques. Ce qu'on entend par exemple moins dans votre film, Olivier Tosser, avec Dounia Bouzar, qui donne l'exemple, alors sans le développer jusqu'au bout, de ses étudiants en grandes écoles. Je crois qu'elle cite même Sciences Po, je crois qu'elle cite également une école d'ingénieurs dans le sud de la France. Donc voilà, donc là, on ne pouvait pas parler d'isolement ou de sentiment de stigmatisation du regard social. Donc effectivement, est-ce qu'on peut encore avoir un regard social sur ces candidats au djihad, Sébastien Prédassin ? Est-ce qu'on ne s'est pas planté pendant des années en ayant ce prisme-là ? on n'est plus dans la caricature qu'on aurait pu connaître en disant que c'est les jeunes des banlieues, les jeunes de nos quartiers. Aujourd'hui, c'est plus de 80 départements qui sont concernés. C'est évidemment nos jeunes de nos quartiers, mais c'est aussi les petites communes rurales. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois avec Maxime Auchard dans une petite commune de Normandie. Donc on a plus de 80 départements qui sont concernés, on a tout profil. Un départ sur deux, les services de renseignement ne les ont pas identifiés, donc ça alerte, ça préoccupe forcément. On a de tous les milieux, on a près d'un quart de convertis, on a par contre une moyenne d'âge assez jeune de 25-26 ans, mais on n'a plus de profil type. Et donc, effectivement, il peut y avoir des ressorts religieux, mais on sait très bien que c'est surtout un prétexte. On sait que la connaissance religieuse de celles et ceux qui partent est très très faible. Alors ce qu'on voit aussi très bien dans le film d'Olivier Tosser, je reviens sur une séquence en particulier où on se dit effectivement que la dimension spirituelle n'est pas forcément prédominante. La fameuse séquence où il y a démonstration de la voiture, regardez la grosse voiture que j'ai pu acquérir depuis que je suis en Syrie. On a l'impression d'une pub quasiment pour ce 4x4. J'y connais rien en voiture, donc je me souviens plus très bien, mais ce qui est dit sur la consommation d'essence, sur l'équipement, regardez
comment je suis habillée, ça. C'est ça aussi qu'il faut déjouer. Comment on déjoue ça, c'est exactement, ça c'est un cas de djihadiste, c'est l'ancien dealer qui est devenu djihadiste en fait. C'est vraiment, parce que si vous enlevez le discours, le mashallah et les Allahu Akbar partout, de son discours, c'est un discours de dealer qui a un point de drogue et qui a pu acheter une belle voiture et qui va le montrer à ses copains. Exactement, je trouvais la séquence un peu longue, dans la mesure où que ça peut inciter la curiosité. Mais en l'occurrence, je vais juste préciser une chose, c'est que le personnage, le djihadiste qu'on voit dans cette séquence, a été assassiné quelques semaines plus tard par d'autres djihadistes. Ça, c'est une information clé. Mais c'est bien de le préciser. Il y a un ressort, ce qui est sûr, c'est que quand on interroge celles et ceux qui sont à l'écoute, par exemple, sur le numéro vert et qui ont les familles au téléphone, on est sûr qu'il y a un ressort psychologique important. On a beaucoup minimisé ces dernières années le ressort psychologique. On va de la crise d'ado, on a des gamins de 14-15 ans, notamment des gamines qui partent en Syrie, qui sont en rupture familiale. Il y a vraiment le ressort psychologique qui est important. Et donc, on doit aussi avoir, en matière de déradicalisation, un vrai travail psychologique à faire sur ces personnes-là. Oui, les facteurs psychologiques sont très, très importants. Et là, on peut prendre par exemple l'exemple de l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne et l'Allemagne, deux pays qui travaillent déjà depuis plus longtemps sur la déradicalisation, qui essayent de poursuivre une approche très holistique, de regarder cas par cas, quelles sont les variables psychologiques, quelles sont les variables réellement familiaux, où par exemple il y a l'absence de père, quels sont les facteurs idéologiques, le mot idéologique, je préfère souvent même au terme religieux, et quels sont tous les autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc ces jeunes radicalisés sont suivis par des déradicalisateurs ou par des équipes qui prennent toutes ces variables en compte. Des gens qui savent répondre à des attentes spirituelles, mais aussi des psychologues, mais aussi des gens qui proposent, par exemple, et ça faisait crucialement défaut en France, par exemple, des gens qui conseillent des carrières. Parce que déradicalisation, ça ne veut pas dire qu'on renverse un processus. Il faut amener la personne vers autre chose. Donc il faut la changer de son environnement. Dans son association. C'est-à-dire qu'en fait, elle essaye de contrer un discours comme elle contraint les discours sectaires. Oui, mais Dunia, elle se concentre encore sur des facteurs très spécifiques. Donc en France, on ne poursuit pas encore cette approche beaucoup plus entière où, par exemple, les Allemands proposent carrément aux jeunes de changer le lieu de domicile pour qu'ils ne retombent pas dans le même environnement. Ils font des démarches administratives, ils aident les jeunes à faire des démarches administratives au niveau de la scolarité. Ça commence un petit peu en France, justement, parce que quand on signale une personne à travers le numéro vert, il y a ensuite les signalements qui sont faits et qui sont transmis à nos services de renseignement, mais ensuite c'est transmis dans les préfectures. Et dans les préfectures, il y a un suivi, un accompagnement individualisé de ces personnes-là. Et ce qui a permis, pour certains, de les sortir de leur environnement, de les sortir de leur famille, parce qu'il pouvait y avoir effectivement une emprise de la famille qui était importante. On ne peut pas terminer cette émission sans parler évidemment de l'univers carcéral dans cette mission de déradicalisation qui est la vôtre. J'imagine que ce sera un champ très important de votre mission, de votre travail. Oui, il y a deux enjeux. Il y a à la fois la lutte contre le prosélytisme en prison. On voit bien que c'est un lieu de radicalisation et donc de recrutement. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important. Et puis, il y a ceux qui sont déjà radicalisés. Comment arriver à leur retrouver une vie ou un discours, j'allais dire, plus normal, même si j'aime pas ce terme-là, mais à les déradicaliser. Donc il y a l'expérience qui a été menée à Fresnes sur la lutte contre le prosélytisme, mais c'est pas une expérience de déradicalisation. Il y a d'autres expériences qui sont menées, notamment en Allemagne, sur lesquelles il faut évidemment qu'on s'inspire. Mais là aussi, en France, on a tout à inventer et tout à faire, puisqu'on part quasiment de rien. Il attend quoi de vous et de votre collègue Malek Bouti, puisque vous êtes deux parlementaires à avoir été missionnés? Ils attendent quoi de vous concrètement? Des propositions concrètes ou juste un état des lieux? De voir d'abord ce qu'il y a en France, parce qu'on a aussi quand même des expériences qui sont même balbutiantes, mais on a des expériences qui ont tendance à marcher et à fonctionner en France. Donc, généraliser un petit peu les bonnes pratiques et évaluer les bonnes pratiques en France. Et puis, franchement, aller piocher un petit peu les bonnes informations, les bonnes expériences à l'étranger. On n'a pas parlé du Danemark avec le système de mentor. Alors, on en a peut-être fait un peu trop avec l'expérience de Danemark, mais en même temps, l'expérience du mentor, c'est-à-dire une sorte de coach individualisé pour la personne qui revient de Syrie, ça peut être intéressant. On est dans une logique aussi pluridisciplinaire. Parce qu'à un moment donné, une personne qui a fait le djihad, il va en prison et il ressortira. Il ressortira certainement dans 10 ans. Et dans 10 ans, si on n'a pas réglé
son problème de radicalisation, on est, sans jeu de mots, avec une bombe à retardement et avec une possibilité de passage à l'acte. On aura donc parlé des prisons. J'aimerais qu'on garde aussi quelques mots pour parler évidemment du rôle de l'enseignement. Alors peut-être pas tant de l'école, encore que surtout du collège et du lycée. On sait que les collégiens et les lycéens, ils ont accès aux réseaux sociaux. Ils y passent des heures et des heures par jour. Donc ils ont accès à ces vidéos, à ces images, etc. Ça peut être quoi, là encore, la responsabilité de l'école publique, Olivier Tosseur? Là, je ne parle pas de l'école, je parle de cette population des collégiens, des lycéens qui sont sur les réseaux sociaux. On a dit qu'on essayait de censurer les comptes de djihadistes, mais les comptes de djihadistes renaissent ensuite. Donc il y a une piste qui n'est pas encore du tout dans les tuyaux pour l'instant en France, dans le gouvernement. Je ne sais pas quoi, parce que c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais pour déradicaliser, pour montrer la vérité, pas pour faire de contre-discours, mais pour montrer la vérité. Il y a la propagande et puis il y a la vérité. Et bien la vérité, c'est prendre peut-être des repentis. Ça existe, des gens qui sont allés là-bas et qui sont revenus. Alors quand ils reviennent en France, ils reviennent en France parce qu'ils ont été dégoûtés de ce qu'ils ont vu. C'était pas ce qu'ils pensaient. Quand ils reviennent en France, ils sont en prison, on les met en prison. Je comprends qu'il faut un peu savoir de qui on a affaire. Mais est-ce que dans cette population de déçus, est-ce qu'on ne pourrait pas leur mettre aussi un marché en main en disant si vous êtes vraiment déçus, dites-le, expliquez. En vrai, on va faire une vidéo, ce sera vous. Vous êtes un vrai jeune, vous êtes allé là-bas, vous avez été séduit. Vous avez été dégoûté, expliquez pourquoi vous avez été dégoûté. Ouais. Ça, c'est un discours que les collégiens, les lycéens vont écouter. Mais ça commence. Donc il y a les première ou deuxième génération, comme Mourad Benchelali. Qui commence à poster ce genre de et après, témoignages. Pour revenir sur l'école, qui me semble quand même très important, là, il y a aussi des supports à faire pour les écoles. Les Allemands, les Anglais ont fait des BD qui expliquent un peu les pièges. Donc il y a tout un travail à faire. Mais je suis assez confiant qu'on va dans la bonne direction et ce travail va se faire. Mais c'est un travail de longue haleine. Eh bien, merci Olivier Tosseur pour votre documentaire. Et puis Abdelaziz El-Difraoui, je rappelle le titre de l'un de vos ouvrages, l'auteur de Al-Qaïda par l'image, et c'était publié aux éditions PUF. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne évidemment rendez-vous dès la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau film qui, je l'espère, fera débat. Ciao.